J'espère que tout le monde passe une très bonne soirée. J'aimerais maintenant accueillir sur scène Cyril Dion pour me rejoindre pour parler des récits. Alors Cyril, on va faire court parce que tu fais plein de choses. Oui, on peut s'installer là. Réalisateur, auteur, poète, militant, plein d'autres casquettes. Animateur radio aussi, avec les chroniques. Ça ne s'arrête pas. Merci d'ailleurs pour tout ce que tu fais. Moi, je voulais parler avec toi du récit. Et particulièrement après tout ce qu'on a vu depuis le début de la soirée, le récit sert à provoquer des changements profonds. Mais comme on a pu le voir à travers les témoignages, il y a certains changements qui peuvent à leur tour peut-être être leviers pour réimaginer notre société. Oui. En fait, nous, les humains, on est ce que Nancy Houston, la romancière, appelle une espèce fabulatrice. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à construire des récits. Les récits, c'est vraiment un moyen pour nous de partager une perception subjective du réel avec les autres humains. Et donc ces récits sont à la fois individuels, collectifs à l'échelle de notre vie, mais potentiellement collectifs à l'échelle de la société. Et on vit dans une espèce de cascade de récits comme ça. Et donc ce dont on parlait tout à l'heure quand on regardait les pubs, ce récit consumériste du progrès qui date des années 60, 70, qui nous a emmenés vers une société de plus en plus individualiste, où l'histoire qu'on s'est racontée, c'est qu'il fallait qu'on ait accès à un maximum d'objets de consommation, et qu'on était quelqu'un si on avait... c'était vraiment le rêve américain, quoi. C'est notre petit pavillon avec notre pelouse, notre voiture, voire même 2 voitures, un chien, un barbecue. Bon. Ça a irrigué la société pendant des décennies. Et aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs que c'est des éléments qui sont récupérés par des partis politiques pour dire voilà, on veut vous enlever ça. On veut vous enlever votre steak, on veut vous enlever votre voiture, votre barbecue, et nous, on va vous défendre pour ça, comme si c'était une sorte d'acquis inaliénable, et comme si ce récit-là était la fin de l'histoire. Alors qu'on pourrait regarder les choses de façon extraordinairement différente, ce que vous avez fait là, d'ailleurs, en se projetant dans le futur, en se disant, finalement, la voiture, c'est pas simplement la liberté, c'est aussi l'aliénation. Là, on est à Paris. Avoir une voiture dans Paris, c'est profondément une aliénation. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où la garer, on est coincé dans les embouteillages. On voit bien qu'en fait, l'espace urbain est absolument pas construit pour que ce soit agréable d'être en voiture. Donc, on voit bien que c'est une question de perspective, de point de vue, et que raconter des histoires comme celle que vous avez racontée ce soir, le petit bout de Jamie, ce qu'on voit là, ça a un impact. Nous, on a vu ça quand on a fait avec Mélanie Laurent, on a fait un film qui s'appelle Demain, donc un documentaire qui est sorti fin 2015. On essayait, en gros, de raconter à quoi la société pourrait ressembler si on mettait bout à bout certaines des meilleures solutions qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà expérimentées sur le plan écologique, à la fois dans l'énergie, l'agriculture, la démocratie, l'éducation. Et ce qui était très frappant, c'est qu'on a vu que, au-delà simplement d'être un film qui permet de découvrir une autre réalité, ça avait mis les gens en mouvement. C'est-à-dire qu'à l'issue du film, il y a des milliers et des milliers de personnes qui nous ont envoyé des témoignages pour nous dire j'ai changé de boulot, je me suis retrouvé parfois un jour sur une terrasse d'un café à Paris comme ça avec une dame qui me dit vous êtes Cyril Dion? Je dis ouais. Vous avez changé ma vie. Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais dans la pub et j'ai tout quitté et j'ai fait une formation de maraîchage et je vais m'installer en Ardèche. J'ai acheté 1 hectare de terrain. Et je dis ah bon, vous êtes sûr? C'est-à-dire que ça va bien se passer, la publicité, les maraîchages? Oui, je vais faire ça. Bon. Et ça a été assez stupéfiant, jusqu'à entraîner des actions. Anne Hidalgo, par exemple, a témoigné du fait que toute la politique de mobilité du vélo à Paris avait été inspirée par ce qu'elle avait vu de Copenhague dans Demain. Elle en a parlé dans un documentaire qui s'appelle Après-demain. On a vu des sites industriels, il y a à peu près 500 sites industriels aujourd'hui qui sont accompagnés par un cabinet qui s'appelle Ouvert, qui a été créé par une entreprise qui s'appelle Pocheco, qu'on avait filmé dans Demain, parce que des milliers de personnes sont allées visiter cette usine en se disant « Ah tiens, ils font de l'économie, c'est-à-dire ils font des économies en faisant plus d'écologie, on veut faire pareil. Comment vous pouvez nous apprendre ?» Et ça a été théorisé par des universitaires qui ont regardé comment les films avaient des impacts, et les films et donc les récits avaient des impacts sur les gens, et qu'on pourrait résumer par si vous montrez, si vous essayez de dénoncer un problème
Donc par exemple, le plastique qui va envahir les océans et qui va avoir un impact sur les mammifères marins. Donc si vous montrez des tortues qui ont des pailles en plastique qui sont plantées dans leur nez, ça aura beaucoup moins d'impact que si vous montrez les mêmes tortues avec les mêmes pailles, mais avec quelqu'un qui les retire. Parce qu'en voyant ça, vous enclenchez une espèce de système mimétique où vous ouvrez un espace de possible pour les gens, à la fois dans leur imaginaire et à la fois dans leur capacité de s'identifier à des personnes qui font la même chose. Et donc, quand on entend ces témoignages, de voir les personnes utiliser ces lignes de covoiturage, ça va faire effet boule de neige. On peut s'attendre à un effet domino où de plus en plus de personnes vont l'utiliser aussi par mimétisme et en racontant leur propre histoire de leur utilisation. Au début de la soirée, j'ai fait une blague en disant il y aura plus d'applications de rencontres, les gens se rencontreront en voiture, mais au final, ça a un petit peu de vérité. C'est réinventer nos rapports humains, nos rapports sociaux, et de voir le transport, ou en tout cas ce moment où on est dans notre voiture, comme un moment qui peut amener à d'autres choses, à amener du lien. Mais en fait, il fera boule de neige si effectivement ce récit prend de l'ampleur. C'est-à-dire s'il y a des gens pour le raconter, et pour le raconter à la fois à leurs proches, dire en fait moi j'avais 2 voitures avant et puis maintenant j'en ai plus qu'une, ou alors j'en avais une et maintenant j'en ai plus, et en fait ça me coûte infiniment moins cher parce que j'ai plus de crédit, j'ai plus justement ces 4 500 € qu'il faut que je dépense chaque mois. En fait c'est hyper simple, j'ai jamais de problème pour me garer. Ah bon, super, très bien, je savais pas que c'était possible. Tout comme des gens peuvent témoigner quand ils vont à leur boulot du fait qu'ils habitent à 10 km et qu'ils le font en vélo électrique plutôt que d'avoir une voiture. Donc ça a un impact. Et puis, c'est ce qu'on avait vu avec Demain. C'est-à-dire que plus ces exemples-là seront racontés dans des films, dans des podcasts, dans des émissions de radio, plus des gens y auront accès et plus cette histoire aura été racontée avec talent, c'est-à-dire avec la capacité de lui donner un certain souffle, avec des personnages, avec des gens auxquels on peut s'identifier, plus il y a de gens qui vont forcément avoir envie de le faire. Ouais. Donc il faut des covoiturages influenceurs. Ouais, enfin, en tout cas, il faut des gens qui racontent cette histoire-là. Au-delà de parler de communicants, je pense que c'est le principe même du bouche à oreille aussi. C'est comme quand vous allez voir un film. Si vous avez 5-10 personnes qui vous disent ce film est formidable, que vous l'entendez à la radio, que vous le voyez sur des affiches, au bout d'un moment, vous allez voir le film. De la même façon, si vous entendez un reportage à la radio sur ce système-là, que vous rencontrez quelqu'un qui l'a fait, que vous le voyez dans un film, que vous lisez un article dans un journal, que vous voyez une petite vidéo sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, vous dites tiens, je vais regarder si j'en ai pas un à côté de chez moi. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans les films, il y a plein de comportements au-delà de l'histoire principale du film, tout ce qui est message subliminal derrière, qui paraît le quotidien des personnes, qui raconte beaucoup et qui va aussi influencer nos comportements. Et je le vois, il y a eu toute cette mode, et qu'il est encore dans ces séries jeunesse, avec ces jeunes filles qui se baladent avec une cup un peu d'une marque Terra en plastique, la mode du café, où c'est devenu un phénomène de mode, où on s'imaginait avec ce petit café, on a l'air cool dans la rue. Pareil, de voir des personnages principaux de films débattre en covoiturage plutôt que dans leur voiture individuelle. Tout ça, c'est ce genre de messages qui sont bons à développer aussi à travers... Créer un nouveau cool en instillant ça dans des séries ou dans des films qui sont vus par des millions de personnes, oui, ça a un impact. Quand on pense par exemple que il y avait un James Bond qui devait sortir pendant le Covid et qui a été repoussé, et au moment où il a fallu repousser le tournage, Apple s'est inquiété du fait que, je ne sais plus si c'était l'iPhone ou l'Apple Watch que James Bond utilisait n'était plus le dernier modèle. Et donc, il a absolument fallu faire des retakes pour que ça soit le dernier modèle, ce qui a coûté des millions. Ouais. Enfin, ou en tout cas des centaines de milliers de dollars. Donc, s'ils le font, c'est qu'a priori, ça a un impact. Ouais. Donc, le jour en fait, où on verra James Bond poursuivre un des méchants dans une voiture où il fait du covoiturage plutôt que dans sa voiture à lui où il est en train de poursuivre des gens, oui, évidemment, je pense qu'on aura franchi un grand pas. Après avoir attendu un stop. Exactement. Il arrivera comme ça, à sa borne, ok, bon. L'autre aura pris la voiture d'avant, hop. Bon. Mais c'est puissant, les récits. Enfin, on en rigole, mais
Très clairement, par exemple, si les humains ont été sur la Lune un jour, c'est parce qu'un jour, Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune. Et qu'ensuite, ça a été adapté au cinéma par Méliès, par Fritz Lang, que Hergé en a fait une BD, et que cet imaginaire qui a été créé dans une fiction, à un moment, des humains ont eu envie de le matérialiser en investissant de l'argent, des moyens techniques et de la matière grise. L'immense majorité des technologies qu'on voit aujourd'hui dans nos vies viennent de la science-fiction. Que ce soit les robots chiens qui sont envoyés sur les zones de conflit, c'était déjà dans Doctor Who dans les années 70, que ce soit les intelligences artificielles, on en avait déjà dans les films de Spielberg au début des années 2000, dans Her, on avait déjà des Siri ou des Alexa qui nous parlaient, de Spike Jones. Bon, on voit bien que avant même de mettre en action un certain nombre d'éléments, si on veut construire un monde nouveau, on a d'abord besoin d'être capable de l'imaginer. Merci. Et d'ailleurs, on va parler tout de suite avec un utilisateur qui va venir témoigner, qui nous rejoint. Bonjour Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Donc Pascal, vous êtes utilisateur de ce mode de transport, donc Ouais. le covoiturage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et sur votre histoire par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc moi, Pascal, j'habite dans un pavillon dans la périphérie de Rennes. 50 ans et quelques années de plus, ingénieur, je travaille dans l'industrie, sur la cybersécurité. Donc je dirais que j'ai le profil type de l'autosoliste. Pour aller au travail, j'ai 15 km à faire. Pour aller chez moi au travail, j'ai 15 km. J'ai plusieurs possibilités. Les transports en commun, j'ai du bus, j'ai du métro. Il faut que je rentre dans Rennes, que je ressorte de Rennes. 50 minutes. J'ai la bicyclette. On est en Bretagne. Les voies ne sont pas toutes sécurisées. Respect à mes collègues qui le font, parce qu'il y en a qui le font. Et puis j'ai la voiture. J'ai ma voiture. 20 minutes de porte à porte. Et 30 quand il y a des bouchons. Donc évidemment, la voiture, elle s'impose comme le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus facile pour aller au travail. Et on s'habitue. Et effectivement, c'est le moyen que moi je vais utiliser pour aller au travail pendant des années. Et c'est un moyen que je ne vais pas remettre en question. Jusqu'au jour où un petit matin, bon, je simplifie, mais on va dire, là je vous fais un petit récit. Un petit matin, je suis sur la rocade de Rennes, tout seul dans ma voiture. Je suis à l'arrêt. Je regarde devant, il y a une voiture, une personne toute seule. Je regarde derrière, la personne est toute seule dans sa voiture. Je regarde sur le côté, la personne, elle est toute seule. On est tous tout seuls dans nos voitures, bloqués sur la rocade de Rennes. Et on perd là on va dire qu'on perd du temps de vie, du temps de sociabilité. C'est à ce moment-là que Cov arrive dans la région de Rennes et installe ses lignes de covoiturage. Et miracle, cette ligne, elle passe sur mon trajet de travail. Donc je commence à utiliser les Cov. On est en 2021. J'ai encore du mal à sortir du mode confinement. Donc pendant 6 mois, je suis conducteur. Je propose mes sièges sur cette ligne. Et puis petit à petit, je passe sur un mode mixte. C'est-à-dire je propose mes sièges, mais aussi, il y a des matins où je pars à pied de la maison. Et petit à petit, les mentalités changent. Enfin, ma mentalité à moi, ça change. Je m'impose des règles au début. Allez, je ne prends pas plus de 2 fois ma voiture par semaine. Mais très vite, en fait, ça devient... Mon fonctionnement par défaut change. Et le matin, en fait, la question que je me posais au début, c'est est-ce que ce matin, je pars à pied pour aller rejoindre l'arrêt de covoiturage? La question, c'est plus ça aujourd'hui. La question, c'est est-ce que ce matin, est-ce que j'ai besoin de ma voiture, en fait? Est-ce que j'ai besoin de ma voiture? Est-ce qu'elle va me servir? Et non, en fait. Et aujourd'hui, je suis sur un mode de fonctionnement. Ça fait 4 ans que je pratique la ligne Cov, où, en fait, je suis beaucoup plus passager que conducteur. Merci. Merci Pascal. Je peux poser une question? Qu'est-ce que ça change, en fait, d'être passager ou conducteur là, dans ce système-là? Passager ou conducteur? Passager, moi, je trouve... On parlait de la liberté, c'est le thème de la soirée. Moi, je retrouve de la liberté, en fait. Alors la liberté, c'est un côté très, il y a un truc très concret, c'est que j'ai à ma disposition, en fait, sur la métropole rennaise, tout un
un maillage de transport. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, là, 11 mars, je suis parti de chez moi à 7h moins le quart à pied. J'ai marché 15 minutes. J'ai pris une ligne de covoiturage et COV pour aller au travail, à 30 minutes de trajet. J'ai travaillé ce matin. J'ai pris le métro pour aller à la gare de Rennes. J'ai pris un train pour aller à Montparnasse. À Montparnasse, j'ai pris un métro et je suis arrivé là. À aucun moment, je me suis senti contraint. En fait, la liberté, elle est là aussi. Et j'ai pas pris ma voiture. Et la liberté, c'était aussi de ne pas réfléchir à ce que vous alliez devoir faire de votre voiture, peut-être. Complètement, complètement. Et là, en plus que la liberté, il y a une sorte de légèreté qui se réinstalle, en fait. On se débarrasse d'un poids, là. Oui, parce qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation-là. Là, je parlais de Paris tout à l'heure. Il y a des moments où on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma bagnole? Je ne sais pas où la mettre. Rennes, c'est pareil. Il va Plus falloir payer. Le coût Le aussi coût, la du liberté. parking. Voilà, quel est le parking le moins cher? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Cyril. Il y a Thomas qui est en J'entends le PLS, là, tuk tuk tuk. Merci.